discipline de l'expérience. Ah. Les grandes lignes de ce à quoi l'expérience client, la discipline de l'expérience client va devoir affronter et surtout à s'adapter. On ne parle pas ici, je dirais, de l'aspect technologique, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, on va plutôt parler des mouvements sociétaux ou des attentes nouvelles et des attentes évolutives des consommateurs. C'est plutôt ça qui va guider notre réflexion ici, avec bien sûr, on le sait bien, en toile de fond, l'émergence de l'IA générative qui va aussi bien sûr avoir son rôle là. Mais on n'est pas là pour parler d'IA générative, on est là pour parler vraiment des tendances sociétales et les évolutions des consommateurs sur et l'impact que ça va avoir sur la discipline de l'expérience. Donc, Donc, Anne Jegg, ouais. cofondatrice de KPM avec Laurent, et je vais co-animer ce Pépite Café sur les 5 défis d'expérience client. Et puis, Laurent, j'ai été enfin, Bien identifié. bien identifié, je suis l'autre cofondateur de KPM. Mais voilà, on a créé KPM tous les deux il y a maintenant, on va fêter notre 20e année. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est d'avoir un rapide état des lieux sur cette discipline de l'expérience client qui est notre discipline quotidienne, à Anne et moi. Ça fait maintenant 10-12 ans, je dirais, que c'est devenu une discipline majeure. Ça a été très, très longtemps extrêmement balbutiant, hein. C'est évident que les pays anglo-saxons, les États-Unis en tête, avaient vraiment une longueur d'avance sur l'Europe, sur ce sujet-là et sur la France. Mais en 10 ans, on peut dire que l'expérience client est devenue une discipline majeure, qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas sa direction d'expérience client. Donc, on comprend bien que ça s'est largement diffusé, largement popularisé, enfin, ça a été largement. Et ça fait de l'expérience client une discipline vraiment importante aujourd'hui. La meilleure preuve de ça, c'est qu'on peut aussi faire le constat que à peu près toutes les entreprises se sont dotées d'outils de remontée de la voix du client. Elles sont armées, je dirais même parfois même surarmées sur ce sujet-là. Ils ont des outils très perfectionnés, très performants, enfin, vraiment. Et il y a pléthore d'outils qui sont sur le marché aujourd'hui. Et puis, l'autre constat qu'on peut faire, on travaille avec beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles ont presque toutes déjà modélisé, si ce n'est tout leur parcours client, en tout cas leurs principaux parcours clients. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'en 10 ans, c'est ça qui a vraiment changé. Et c'est là où on voit que cette discipline a vraiment gagné du terrain. Donc ça, c'est pour l'aspect très positif et vraiment le niveau de maturité de cette discipline. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que on voit bien qu'il y a quand même des étapes qui sont encore à franchir. Nous, ce qui nous a vraiment marqué, c'est qu'on se constate qu'elles ont souvent du mal à passer du diagnostic de l'expérience client à la mise en place d'un plan d'action. Tout simplement parce que c'est compliqué. Parce que, en général, les plans d'action se faisaient un petit peu service par service, département par département, un petit peu en silo. Tout d'un coup, quand on parle d'expérience client, on est sur des sujets qui sont éminemment transverses, qui touchent tous les départements d'entreprise. Et donc, du coup, forcément, mettre ça en mouvement, mettre ça créer des plans d'action autour de ça, ça demande ça demande de coordonner tous les différents départements d'entreprise et c'est forcément beaucoup plus compliqué. Donc, on a vu vraiment à quel point les entreprises ont souvent du mal à actionner ces plans d'action. Euh, Autre constat qu'on peut faire, c'est qu'elles ne traitent pas ce sujet de façon continue et homogène, ce qui est assez bizarre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on est dans une discipline qui, comme la relation client, n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y aura jamais de ligne d'arrivée. Les évolutions des attentes des consommateurs, ça n'arrêtera pas de changer, ça n'arrêtera pas d'évoluer. Donc, forcément, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut continuellement revenir là-dessus, réaffiner les choses, reposer des diagnostics, etc., etc. Et pourtant, je suis absolument surpris de voir le nombre d'entreprises qui disent on a fait un parcours client. Et elles l'ont fait il y a 4-5 ans. Et puis, elles n'ont pu toucher comme si c'était, ça y est, le Graal avait été atteint. Absolument pas. Je veux dire, vous refaites, on travaille avec des entreprises qui travaillent tous les 6 mois ou tous les ans sur leur parcours client. Vous n'imaginez pas comme les choses changent, comme les choses évoluent. Donc, voilà, donc ça demande d'être refait et en permanence revu et corrigé. Et puis, l'autre chose qui nous marque, et on va forcément en parler aujourd'hui, c'est que le travail sur la dimension émotionnelle est faible encore aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises travaillent la fluidité de leur parcours. Beaucoup d'entreprises travaillent sur le parcours sans couture, comme on dit. Mais peu encore, seuls les champions, ceux qui sont vraiment très en avance, ont compris qu'il fallait s'emparer de la dimension émotionnelle, de la dimension émotionnelle de cette discipline de l'expérience client. On va voir comment certains travaillent là-dessus.
Certes, le design de moment clé est encore balbutiant, là aussi. C'est encore très fonctionnel, c'est encore très dans des process, etc. Et là aussi, il y a vraiment, en termes de design de moment clé, c'est encore il y a encore beaucoup de progrès. Voilà pour le constat. Ce que je propose, c'est maintenant de passer la parole à Anne, qui va vous amener sur le premier des défis, et je lui laisse la parole. Alors, le premier des 5 défis, on l'a nommé Dites adieu au normal, et on a choisi de l'illustrer avec l'image issue d'un article d'un blogueur qui s'appelle Steven Van Belleghem et qui qualifie le client de Never Normal Customer, donc de client jamais normal, pour décrire un client qui est en perpétuelle mutation. Alors, pour mettre ça un petit peu en perspective, on a vu l'émergence du terme New Normal, particulièrement après la première crise sanitaire, le premier confinement. On a commencé à prendre conscience que ce moment-là, ce temps particulier, avait été un accélérateur de changement et n'avait pas été une parenthèse et avait commencé à dessiner les contours de nouvelles attentes, d'un nouveau rapport au monde du travail, mais aussi aux priorités de vie. Et ce new normal on a commencé à essayer de dessiner les contours de ce new normal de façon pas très simple forcément, mais avec certains responsables d'entreprise qui avaient tendance à se dire qu'on allait retourner au monde d'avant, notamment dans le domaine de l'expérience collaborateur et dans le rapport au travail. J'ai rendu compte que certains avaient du mal à prendre en compte le côté assez irréversible de certains changements qui avaient été initiés pendant cette période et cette crise sanitaire. Ça a été vraiment le premier choc et le premier accélérateur. Depuis ce moment-là où on commence à essayer de comprendre les nouvelles attentes des consommateurs et des clients, il y a eu une succession de nouvelles crises. Donc, la guerre en Ukraine, la crise économique qui a remis beaucoup de tensions sur le pouvoir d'achat, les crises climatiques qui se ressentent de façon très concrète, très tangible, de façon de plus en plus répétée. On voit les accumulations de pics climatiques et de crises en France particulièrement, mais alors partout dans le monde. Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une actualité là-dessus. Une deuxième guerre pas loin et on voit que c'est quand même proche de nous et que l'interconnexion des pays et des économies fait qu'on est forcément affecté par ces crises-là. Donc cette accélération de crise fait que de New Normal en New Normal, ce concept est né de Never Normal Customer qui nous paraît, nous, extrêmement pertinent, extrêmement bien décrire la perpétuelle mutation et la profonde transformation que chaque crise amène chez les clients et cet état aussi d'incertitude des clients. Ce qui rend extrêmement difficile la capacité à bien comprendre et aussi à prévoir ce qui fondamentalement motive les opinions, les comportements, les émotions aussi des clients. Alors, il y a 4 points clés pour décrire ce Never Normal Customer, 4 caractéristiques types. La première, c'est un client qui a des opinions beaucoup plus extrêmes. Alors, sur ce sujet-là, ce n'est pas le seul fait des réseaux sociaux. On associe souvent les opinions extrêmes au phénomène des réseaux sociaux qui ont tendance à polariser les opinions, à faire entendre les citoyens qui ont les opinions les plus extrêmes. Au-delà de ce phénomène-là, et même bien au-delà de ça, ce sont surtout des circonstances qui sont beaucoup plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on est confronté à des situations jamais vécues, que ce soit sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan politique. On se rend compte que tout est nouveau, tout est extrême, et c'est ça qui fait que les clients sont beaucoup plus fragilisés et ont eux aussi des opinions et des réactions de plus en plus extrêmes, et ça fait partie aussi c'est aussi une des raisons qui explique les incivilités croissantes et la vulnérabilité croissante des clients et les tensions dans les interactions avec les collaborateurs des entreprises. Des inquiétudes réelles sur la société, cette accumulation de crises crée aussi un manque de certitude, un manque de confiance dans l'avenir, une difficulté à se projeter sereinement, des questions aussi sur la place de chaque citoyen dans la société qui implique forcément des besoins nouveaux vis-à-vis des marques, notamment des besoins de réassurance, des besoins de continuité, des besoins d'accompagnement, parce qu'il y a quand même un contexte qui est particulièrement anxiogène et propice aux inquiétudes. Une adoption de plus en plus rapide des nouvelles technologies. Alors, évidemment, sur l'année écoulée et le sujet qui a été dans toutes les bouches, le sujet de l'IA, c'est le point culminant cette thématique-là, mais l'offre évolue de plus en plus rapidement, mais l'adoption aussi
des nouvelles technologies se fait de plus en plus rapidement par les clients et les consommateurs, ce qui transforme leurs attentes vis-à-vis des entreprises, leurs attentes aussi vis-à-vis des collaborateurs et de l'humain, puisque l'équilibre entre l'humain et la machine se transforme de façon assez profonde. Et puis, quatrième caractéristique, une distanciation par rapport au travail qui pourrait apparaître moins directement lié au sujet de l'expérience client. Pourtant, il y a évidemment un impact très important parce que ça change le rapport au temps personnel, ça change aussi les priorités de vie et évidemment, ça a un impact sur les modes de consommation et sur le rapport aux entreprises et les attentes vis-à-vis des entreprises. Ça implique aussi il y a un chiffre sur la slide d'après, un chiffre assez intéressant qui a été révélé par une étude qui a été menée par Accenture auprès de cadres dirigeants de grandes entreprises mondiales qui nous montre que 95% des cadres dirigeants d'entreprises B2B et B2C sont convaincus que l'évolution des clients est plus rapide que celle de l'entreprise. Donc, il y a bien cette conscience du côté des dirigeants que les clients évoluent sans cesse, que c'est difficile de saisir leurs nouvelles attentes et le contour de ces nouveaux clients et que les entreprises ont beaucoup de mal à suivre le rythme de ces changements-là et être véritablement en phase avec les nouvelles attentes. Ils étaient 88% 4 mois avant à penser ça, donc on voit qu'il y a vraiment une unanimité maintenant sur cette thématique-là et aussi une perception de l'accélération de ces changements-là. 97% des cadres dirigeants estiment qu'au mieux, l'adoption des nouvelles technologies va leur permettre de rester dans la course et que ce n'est pas par les nouvelles technologies que les entreprises vont gagner du terrain. Évidemment, c'est un outil, mais il ne faut pas espérer que les solutions résident uniquement dans les outils et dans les nouvelles technologies. Donc ça apporte une perspective intéressante sur la prise de conscience des cadres dirigeants de cette accélération et de la difficulté qu'ont les entreprises à rester en phase avec les clients et leurs nouvelles attentes. Donc il y a bien sûr des enjeux pour les professionnels de l'expérience client, de la relation client. Le premier, c'est un enjeu de réactivité. Il n'y a rien de pire que l'immobilité et les lenteurs dans les actions, dans les adaptations des entreprises sont perçues par les clients comme de l'immobilisme. Donc, c'est absolument crucial d'être agile sur les plans d'action. Et ce que disait Laurent en introduction sur le fait que le passage au plan d'action était difficile, ça devient d'autant plus crucial qu'il y a cette notion de réactivité, ce besoin d'agilité maintenant avec un client qui est en perpétuelle mutation. La neutralité n'est plus possible. Les clients, dans leurs incertitudes, dans leurs inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, attendent aussi que les entreprises, que les marques apportent aussi des solutions. On est aussi dans un contexte de défiance et de perte de foi dans l'action politique. Il y a une véritable attente que les entreprises jouent un rôle dans les changements de société, prennent position sur les nouveaux sujets de société. La neutralité n'est plus possible, ça veut dire qu'il faut aussi avoir un certain courage pour prendre position sur certains sujets. Et c'est une véritable attente dans ce besoin d'être aussi rassuré sur l'avenir. Et enfin, dernier enjeu, il faut absolument embrasser le changement, se mettre dans cet état d'esprit du never normal customer, de ne pas être tenté de se dire que chaque crise est une parenthèse et qu'on va revenir à l'état d'avant. Il y a des changements qui sont très profonds, d'où l'importance de comprendre, de rester très en connexion avec les clients, avec leurs besoins, de les écouter et de pouvoir anticiper le plus possible ces changements-là et de surtout pas se dire que ça reviendra à l'état d'avant. Ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que dit Anne, c'est que c'est aussi le rôle des dirigeants d'entreprise qui est en train de changer. Un bon dirigeant d'entreprise, il y a encore quelques temps, c'était quelqu'un qui était capable de prévoir les choses. Aujourd'hui, les choses deviennent absolument imprévisibles. Et donc, du coup, le rôle du dirigeant d'entreprise va être de plus en plus dans sa capacité à créer des entreprises qui sont résilientes et agiles. Parce qu'il va falloir en permanence s'adapter à une nouvelle donne, etc. Et c'est dans la capacité de ces entreprises à s'adapter à cette nouvelle donne et à être résilientes que vont se jouer grandement leur avenir, d'où le changement de rôle du dirigeant. Pour terminer sur ce défi numéro un, sur cette première tendance de Never Normal Customer, il faut savoir que cette tendance a inspiré le Thierry Spencer, qui est notre associé, qui est l'auteur du blog du scientifique que vous connaissez, qui est notre associé chez KPN, puisqu'avec lui, on a créé une entité qui s'appelle KPN Next, qui est justement dédiée à l'accompagnement des entreprises post-diagnostic, c'est-à-dire justement comment est-ce qu'on embarque les diagnostics, et puis qui est dédié aussi à l'embarquement du CODIR, notamment, et puis l'embarquement de toute l'entreprise à travers des programmes de culture client.
Et Thierry a été inspiré quand on a parlé du Never Normal Customer, il en a fait d'ailleurs la première de ces 6 tendances. Vous savez, il fait un exercice annuel de tendance de la relation client. Et cette année, sa première tendance, c'est le client sera playlist, que vous voyez ici. Elle a été largement inspirée par ce concept de Never Normal Customer. C'est donc une des 6 tendances de l'année, on va dire. Et on vous a mis ce QR code pour que vous puissiez flasher ça, qui va vous permettre d'accéder en flashant ça au téléchargement de ce book sur les tendances que Thierry, ce livre blanc sur les tendances que Thierry a fait, qui fait plus de 150 pages, qui est une mine d'informations que vous n'imaginez pas. Donc, je peux que vous encourager à flasher ça et à télécharger ça juste derrière. Je crois que Claire aussi vous a mis un petit lien de téléchargement sur le chat, si je me trompe. Voilà. Voilà pour la première tendance. Je vous laisse 10 secondes de plus pour ceux qui voudraient encore flasher ça. Et je vous propose de passer à la deuxième tendance, défi numéro 2. Alors, défi numéro 2, il est très lié à ce premier-là, à ce premier défi. C'est l'idée de se doter des bons capteurs. Et ce qu'on va appeler les bons capteurs, ce sont des capteurs sensibles. Il va falloir que les capteurs soient de plus en plus sensibles pour répondre à tout ça. On vient de voir. euh, il va falloir que l'entreprise, pour répondre à cet enjeu du never normal customer, répondre à ce chaos permanent, répondre au fait qu'il va falloir s'adapter en permanence, etc., eh ben, il va falloir que l'entreprise se dote des bons capteurs en matière de relations clients, des capteurs qui soient capables d'identifier les signaux faibles et de repérer les signaux faibles qui sont importants, de faire le tri entre les signaux faibles et, je dirais, les détails, et de les repérer et de les embarquer avant qu'ils ne deviennent des signaux forts. Vous n'aurez plus le temps d'attendre que les signaux faibles deviennent des signaux forts pour véritablement les embarquer. C'est fini. Les choses vont changer tellement rapidement que finalement, il va falloir être capable de détecter l'importance d'un signal faible dès son émergence et on n'a plus le temps d'attendre qu'il devienne un signal fort. Donc, c'est le deuxième point dont on parle ici, c'est la capacité à faire le tri et de repérer les grandes idées dans le dédale d'avis d'opinion. On croule sous les informations, on croule sous les différents canaux, les entreprises croulent sous les avis de leurs clients à droite, à gauche, etc., etc., les réseaux sociaux, etc., etc. Et ben, il faut être capable de faire le tri et de repérer les grandes idées là-dedans. Ça veut dire, bien évidemment, qu'il faut être capable de détecter les besoins profonds qui sont, eux, moins fluctuants. C'est-à-dire que derrière ces signaux faibles, il faut aller à la cause racine de ces signaux faibles, comprendre ce qu'il y a derrière, être capable d'analyser ça pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et derrière, repérer les choses plus profondes qui sont en dessous, qui motivent ça, et notamment, par exemple, les causes racines des émotions ressenties. Et donc, du coup, aussi, en conséquence, il faut être capable de prévoir les impacts, de prévoir tellement est-ce que telle ou telle chose peut avoir un impact important sur la satisfaction des clients, sur leur attachement à ma marque, etc., etc. Et c'est aussi ça qu'on va demander à des capteurs. Donc, les capteurs modernes seront sensibles, capables de repérer les signaux faibles, tous les capteurs en sont capables, et capables de distinguer dans différents signaux faibles quel est celui ou ceux qui ont vraiment de la valeur et sur lesquels il faut s'en. Je vous rappelle aussi que les bons capteurs, ça, je pense que pour la plupart d'entre vous êtes très au courant de ça, c'est aussi, les bons capteurs, c'est aussi la bonne façon d'interroger. Hein. Je vous rappelle les basiques là-dessus, des questionnaires courts, globalement, une note et les raisons de la note, c'est bon, c'est difficile d'aller plus loin que ça maintenant aujourd'hui. Bien sûr, des questions ouvertes, parce qu'il n'y a que via des questions ouvertes que vous arrivez à avoir des questionnaires extrêmement courts. N'oubliez pas de mixer à chaud et à froid. C'est ce qu'on dit à absolument tous nos clients, à quel point quand on mixe des analyses de verbatim à chaud et à froid, c'est les plus belles études qu'on fait. Parce qu'on a deux temps. On a le temps du à chaud, on a le temps du à froid. Quand on parlera tout à l'heure du travail sur les émotions, capter les émotions à chaud d'un client suite à une interaction et voir est-ce que ces émotions perdurent ou non à froid quand il est plus calme et qu'il est moins dans une interaction précise. Eh ben, est-ce que les émotions ont perduré ou pas? C'est extrêmement intéressant. Et en tout cas, il y a peut-être d'autres émotions et d'autres sentiments et d'autres réflexions qui viennent finalement à froid avec le recul. Donc, à froid, à chaud, ça a un vrai sens. Donc, continuez à avoir ce type d'enquête. Et puis, bien sûr, vous le savez, les bonnes enquêtes, c'est des bonnes enquêtes qui se font au moment clé des parcours, notamment, bien sûr, pour les enquêtes à chaud. Donc, c'est ça les bons capteurs, avec des capteurs de plus en plus sensibles. On vous disait, ce qui est intéressant, c'est de comment, par rapport à des signaux émergents,
quels sont ceux qui ont de la valeur. Alors, nous, on a des indicateurs qui nous permettent, notamment avec nos histoires d'intensité de discours, pour ceux qui nous connaissent, on est capable de repérer entre deux sujets qui font 1% et qui émergent toujours, tout juste, de voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus intéressant que l'autre, parce qu'il y en a un qui est exprimé avec beaucoup plus d'intensité que l'autre. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est de comprendre ce qu'il y a en dessous. Et on vous donne deux exemples ici. Je passe la parole à elle qui va vous parler du premier exemple qu'on avait rencontré, en l'occurrence chez Decathlon, on peut le dire. On peut dire. Avant que vous preniez la parole, Anne, est-ce qu'éventuellement vous pouvez activer votre micro? Et Laurent, oui, éteindre votre micro, comme ça on pourra vous voir, Anne, parce que je crois que jusqu'à maintenant, on vous voyait pas apparaître à l'écran. Là, on est sur une Ouais, on pieuvre est chez Decathlon, ça va être qui est compliqué. branchée sur Ah, ok, bon, bah, c'est pas grave. si C'est on- la prochaine fois. Pas de problème. Alors, premier exemple de signal faible, donc on a dit qu'on pouvait le citer puisqu'il y a prescription Décathlon. Donc, c'est en analysant les verbatims des enquêtes de satisfaction. On identifie tous les sujets abordés spontanément dans ce type d'enquête. On a plus d'une centaine de sujets. Sur cette centaine de sujets abordés par les clients suite à une expérience en magasin, on se rend compte que la source de frustration la plus intense vient de femmes qui ne trouvent pas des grandes tailles de vêtements dans certains rayons de sport bien précis, qui sont donc, je crois que les tailles s'arrêtent au 42 ou 44 de mémoire. Elles sont donc obligées d'aller dans le rayon des hommes pour trouver des vêtements à leur taille, ce qui est extrêmement inconfortable, surtout quand il s'agit de vêtements de sport pas du tout adaptés à leur morphologie. Donc, une intense frustration de ne pas trouver la bonne taille dans le bon rayon, de devoir se procurer des vêtements chez les hommes, mais on creuse pour justement essayer d'aller aux causes racines. Pourquoi ce sujet-là? Il y a plein d'autres sujets de frustration possibles dans une expérience en magasin. Pourquoi celui-là est si intense? En analysant de façon très qualitative les verbatims, on se rend compte que certains sont un petit peu plus explicites et nous font comprendre que il y a une détection chez ces femmes-là d'une espèce d'idée préconçue qui consisterait à penser que les personnes en surpoids, de toute façon, ne font pas vraiment de sport, donc ce n'est pas la peine de faire des gammes de vêtements qui vont jusqu'aux grandes tailles. Derrière ça, il y a même pire encore, une idée reçue qui laisserait à penser que d'ailleurs, si les personnes sont en surpoids, c'est même parce qu'elles ne font pas de sport. Donc, des espèces de stéréotypes extrêmement stigmatisants et même totalement humiliants qui sont ressentis en sous-jacent sur ce sujet-là de non-disponibilité de grande taille pour les femmes. Et c'est en comprenant cette intensité-là et l'importance de cette thématique et à quel point c'est un véritable manque dans l'offre et même un vrai sujet beaucoup plus large, c'est comme ça qu'on identifie un signal faible. L'intensité de la frustration, c'est un sujet qui est peu exprimé au moment où on le repère et c'est vraiment la définition d'un signal faible, mais cette intensité nous indique que ce sujet va grandir, c'est forcément un sujet émergent, et d'ailleurs, on a vu à quel point les marques ont commencé à prendre au sérieux ce sujet de la représentation de différents types de morphologie, différents types de corps, et ça, on a pu le repérer très en amont parce qu'on arrive à la cause racine qui est un vrai sujet de considération, de respect et c'était perçu comme une véritable humiliation pour ces femmes-là. Donc voilà un exemple très concret qui nous permet très en amont de repérer une véritable attente et les marques qui se sont engagées plus tard sur cette thématique-là. Et quand on parlait tout à l'heure du besoin de sortir de la neutralité, elles en ont fait souvent aussi un vrai combat et ont créé un capital extrêmement positif sur cette thématique-là parce qu'elles ont pris position et elles en ont fait un geste quasiment militant sur le sujet de la représentation de la diversité et des différents corps de femmes notamment. Et le deuxième exemple qu'on voulait vous donner là-dessus, c'est quelque chose qu'on a détecté il y a des années chez un assureur militant. En fait, c'est la Maïf, on peut en parler parce que le concept de relation affinitaire, la Maïf l'a largement publicité et on a largement parlé. Et en fait, on fait une étude pour eux il y a quasiment une dizaine d'années et on s'aperçoit qu'il y a, quand on fait une étude miroir, où on met en miroir l'expérience des clients et l'expérience des collaborateurs, on s'aperçoit qu'il y a quelques verbatim de clients qui nous disent je suis un motard et je suis tombé sur un conseiller qui est motard. Et donc, quand je lui ai parlé de mon problème, il m'a tout de suite compris. Dans la même étude, on s'était rendu compte qu'un plaisancier, donc quelqu'un qui a un bateau, était tombé lui aussi sur un conseiller qui était plaisancier et qui, du coup, comprenait d'autant mieux ses problèmes de plaisancier et ce qui était arrivé à son bateau. Et donc, du coup, au-delà du règlement
du sinistre de la moto ou du bateau, finalement, ils avaient pu avoir des discussions, ils s'étaient particulièrement bien compris. Du coup, le conseiller posait à l'évidence les bonnes questions aux clients, etc., etc., et il s'était passé quelque chose. Et puis, on s'était rendu compte toujours à la même étude que une mère de famille parlait de son enfant qui était malade, etc., etc., et était tombée, bien sûr, là aussi, sur une autre femme, une mère de famille bien aimante, qui lui aussi, là aussi, lui avait posé les bonnes questions. Et finalement, on s'était rendu compte que c'était quelque chose qui arrivait, mais 0,2% du temps. Ça ne se voyait pas. Je veux dire, à l'aune de ce qu'on fait d'habitude, c'est des choses qui ne se voient pas. Et nous, on était capable de détecter ça et on était surtout capable de comprendre à quel point ça avait compté côté client, mais aussi côté collaborateur, parce qu'on avait retrouvé les collaborateurs, le plaisancier, le collaborateur plaisancier, le collaborateur motard, qui eux aussi avaient exprimé une grande fierté et une grande satisfaction à échanger avec le client en question. Et de ça, finalement, et c'est là où c'est la force aussi de la manif, c'est que la manif s'empare de ça et se dit, eh ben, il y a forcément quelque chose qui se passe. Et si on est capable plus souvent de mettre en face un motard avec un motard, un plaisancier avec un plaisancier, etc., etc., eh ben, forcément, on va créer quelque chose de fort. Et c'est comme ça que de choses qui émergent à peine, je dis 0,1 ou 0,2% du temps, la Maïf comprend parce qu'il y a une intensité de discours, il y a des émotions qui se passent des deux côtés qu'on est capable d'identifier et de comprendre, et de comprendre que finalement, il y a quelque chose de très fort qui se joue là-dedans. Et du coup, de ça, la Maïf a développé le concept de relation infinitaire, cette idée de mettre en relation des gens qui ont des affinités, parce qu'on se comprend mieux et on s'explique mieux et on se conseille mieux, bien évidemment. Euh, le troisième défi consiste à embarquer les collaborateurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, le mot d'ordre en matière d'expérience client, c'est jamais sans les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, les champions de l'expérience client, on a fait une conférence spécifiquement sur ce thème, ont bien compris que le grand point qui va leur permettre d'accélérer sur l'expérience client, c'est l'expérience collaborateur. Donc, ça devient extrêmement clé d'embarquer les collaborateurs. Alors, pourquoi il faut du coup embarquer les collaborateurs? Ça commence par les écouter. Si vous n'écoutez pas vos collaborateurs, ça va être extrêmement difficile de les embarquer. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez plein de collaborateurs qui vous disent, j'en ai marre, on me serine toute l'année, toute la journée, toute la semaine avec le client veut ceci, le client voudrait cela, le client exige cela, etc., etc. Et vous avez des collaborateurs qu'on voit dans les études qu'on peut faire qui nous disent, j'en ai marre d'entendre ça, le client veut ceci, le client veut cela, moi là-dedans, est-ce que je compte ou est-ce que je compte pas? On a même vu, et je vous montrerai un verbatim tout à l'heure, dans certaines, je me souviens dans une étude pour une banque, où des collaborateurs disaient, mais on est quoi? On est en deuxième division, nous, quoi? Je veux dire, on a l'impression que le client est en première division et que nous, on est recalé au fin fond de la deuxième division. Mais non! Et c'est vrai, et il faut le comprendre qu'à un moment, les collaborateurs, ils veulent aussi qu'on les entende, qu'on les écoute et qu'on les mette la voix du collaborateur au même niveau que la voix du client. Je vous montrerai aussi un exemple. C'est évident que cet écoute en miroir apporte de la nuance, parce que vous avez deux sons de cloche, pas contradictoires. Ce pas forcément des choses qui se contredisent, bien évidemment. Au contraire, c'est bien souvent des choses qui apportent de la nuance, des choses qui s'enrichissent, des choses qui se complémentent de façon très intéressante. Et je vous montrerai un exemple tout à l'heure qui permet d'éviter certains non-sens. Ça permet d'assurer la pertinence des plans d'action. Et les plans d'action découlent de ce qu'on appelle chez nous les analyses miroirs, où on met en miroir expérience client et expérience collaborateur, sont beaucoup plus fins, parce qu'on a les deux sons de cloche, on a les deux points de vue. Et forcément, les plans d'action tiennent compte de ces deux points de vue, donc ils sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus pertinents. Et puis, finalement, grâce à cette démarche, c'est tellement plus facile d'embarquer les collaborateurs. On sait la difficulté qu'il y a à mettre en mouvement des entreprises, à mettre en mouvement des entreprises sur l'orientation client, sur des plans justement, des plans d'action d'expérience client. On parlait de la difficulté de ça au début. Et ben, écouter les clients, c'est aussi, écouter les collaborateurs, c'est aussi faire le premier pas pour les embarquer. Et quand vous leur proposez des plans d'action qui tiennent compte de leurs avis, de leurs opinions, et ben, c'est d'autant plus facile à les convaincre et vos plans d'action sont d'autant plus pertinents. Regardez, je vous donne un exemple extrêmement intéressant. On l'a vu dans une banque dont je vous tairai le nom, qui, globalement, on avait ce verbatim très symptomatique d'un client qui disait, mon conseiller est tout simplement injoignable. Ça fait un mois que j'essaie de le joindre, il ne me rappelle jamais. Et je me souviens, dans cette banque, il y avait 12-13% des clients qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient jamais à joindre leur conseiller. Et donc, du coup, si vous avez
la voix du client, si vous n'analysez que la voix du client, vous vous dites, mince, on a un problème, on doit être débordé, il faut certainement que nos clients renforcer le service client, mettre des ETP ici ou là pour renforcer ça, ou libérer un peu du temps à nos conseillers pour qu'ils puissent répondre à nos clients. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans la même étude, on a interrogé les conseillers. Et ce qui était très intéressant, c'est que les conseillers vous disaient, comme ça, mais de toute façon, on a presque détourné, moi, il y a des sujets sur lesquels, parce qu'on leur demande quelle est votre interaction la plus frustrante avec un client. Et il y a une frange très importante de conseillers qui disaient, moi, c'est quand un client m'appelle pour me demander, par exemple, de m'expliquer les 12,73 € de frais bancaires qu'on leur a fonctionné ce mois-ci. Et là, les conseillers disent, ça, c'est le pire, le pire, le pire, le pire, parce que je ne peux pas répondre à ça. La réponse est impossible. Si je commence à rentrer dans un mode de calcul très vite, c'est inexplicable, c'est tellement compliqué que c'est inexplicable. Moi, je ne le maîtrise pas. Et très vite, le client va me dire, mais pourquoi c'est 12,73 € et pas 14,73 € ou 10,73 €? Et là, les fois où j'ai essayé, ça s'est très mal passé. Donc, vous avez des conseillers qui optent pour la politique de l'autruche. C'est-à-dire que Monsieur Garnier a appelé pour les 12,73 € la première fois. Il a fait semblant de dire oui, oui, je m'en occupe, je vous réponds, je reviens vers vous. Et quand Monsieur Garnier rappelle, eh ben, il ne décroche pas. Et il dit non, 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 c'est pas Monsieur Garnier, non, 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 dis-lui que je suis pas là. Et Monsieur Garnier rappelle une fois, deux fois, 5 fois, 6 fois, etc. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, il a l'impression que son conseiller est injoignable. Mais en fait, son conseiller n'est pas injoignable, son conseiller ne sait pas répondre. Il n'a pas les briques d'argumentation, et donc c'est devenu l'autruche, le conseiller. Et donc, tout d'un coup, on comprend, en écoutant la voix du collaborateur, que tout d'un coup, le plan d'action, il change totalement. On n'est plus dans le fait de renforcer un service client, on est dans le fait de donner les briques d'argumentation au conseiller ou de lui donner une porte de sortie, c'est-à-dire des capacités à rediriger son client vers des experts qui pourront leur expliquer ce genre de choses, des choses qui sont incroyablement difficiles à expliquer pour un conseiller. Donc voilà, on voit bien l'apport de l'écoute collaborateur aussi là-dessus. Et puis, n'oublions pas, et c'est Thierry Spencer qui nous avait suggéré ce concept-là de l'oreille cassée, mais c'est extrêmement pertinent. L'oreille cassée, bah, c'est une faiblesse persistante des entreprises. C'est-à-dire qu'on a une oreille tournée vers le client, mais l'autre tournée vers les collaborateurs, elle est malheureusement, on a l'impression qu'elle est endommagée. D'où ce commentaire d'un collaborateur qui dit zéro reconnaissance des salariés et on nous donne des leçons sur la satisfaction client. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On retrouve vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, ce sentiment que beaucoup de collaborateurs, on ne les écoute pas. Ils sont en deuxième division alors que les clients sont en première division. Et là, forcément, ça crée des tensions et c'est pas très pertinent et très souhaitable. Dernière chose sur ce défi numéro 3, n'oubliez pas qu'il y a une nécessité donc de co-construire l'expérience. C'est ce que Thierry adore faire avec son concept d'atelier lunettes, auquel j'ai participé quelques fois. Mais c'est magnifique, les ateliers lunettes. Vous avez des lunettes vertes qui représentent l'entreprise, c'est-à-dire que vous regardez vos courriers, vous regardez vos écrits, vous regardez vos communications, vous regardez vos process sous l'angle de l'entreprise et de ses besoins et de ses ambitions, bien sûr. Mais après, vous regardez exactement la même chose, vous changez de lunettes, vous prenez les lunettes du client, et c'est symbolique le fait de changer de lunettes. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a sur les collaborateurs qui participent à ce genre d'atelier. Vous reprenez les mêmes choses, vous les regardez sous l'angle des consommateurs, du client, et tout d'un coup, vous regardez le même courrier, etc., avec une autre vision, finalement, et tout d'un coup, vous voyez des choses. Et vous n'imaginez pas à quel point ce petit subterfuge, finalement, est extrêmement efficace, mais ça participe effectivement de cette nécessité de co-construire l'expérience avec les collaborateurs. Quatrième défi, il y a un travail précis à faire sur les émotions. Et c'est pour ça que le mot d'ordre ici, c'est de dire, on vous dit, faites des émotions la matière première de votre expérience, parce que c'est là que ça va se passer. Et c'est là que ça va se passer de plus en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a la très sérieuse Harvard Business Review qui, dès novembre 2015, donc ça date déjà d'un petit moment, avait parlé de la New Science of Customer Emotion. Et ils avaient, de façon très intéressante, établi le fait qu'il y avait 4 stades de connexion entre une entreprise, une marque et ses clients. Premier stade, vous voyez, c'est la marque que vous achetez, mais auquel vous ne sentez rien. Vous achetez le produit, mais il n'y a aucune connexion, vous ne sentez rien de spécial avec cette entreprise ou avec cette marque. Vous l'achetez le produit, basta. Deuxième stade, c'est un stade de forte satisfaction.
Mais vous voyez, c'est intéressant de penser que la forte satisfaction du client, ça n'est que le deuxième stade de potentiel de connexion avec son consommateur, avec l'entreprise. Donc du coup, vous comprenez bien qu'il y a autre chose qui va au-delà de la forte satisfaction. Le troisième stade, c'est le stade d'une perception d'une différence de marque. C'est-à-dire qu'avec je sais pas, avec Apple, c'est différent, avec telle ou telle entreprise, c'est différent. Et vous leur voyez, vous leur prêtez quelque chose qui leur est propre, qui leur est assez unique et qui les différencie à vos yeux de tous les autres. Et on comprend bien l'importance que tout d'un coup, ce stade a et la puissance de cette perception, bien évidemment. Mais ça n'est que le troisième stade. En fait, le stade ultime, le stade le plus intéressant, le stade qui génère, et c'est aussi ça, on n'est pas là juste pour faire de l'émotion, c'est le stade qui génère le plus de customer value. Je vais revenir sur ce concept de customer value. C'est le stade de connexion émotionnelle. C'est quand le client se sent en connexion émotionnellement avec l'entreprise, qu'il s'est passé quelque chose d'émotionnellement fort entre la marque et l'entreprise. C'est pour ça, comme par hasard, que les champions d'expérience client sont et ont commencé, et on le voit depuis quelques années, à travailler de façon incroyablement précise sur les émotions. Je vous parlais tout à l'heure des émotions à chaud, des émotions à froid, etc., etc. Mais oui, et ils commencent à penser les moments pour générer de l'émotion. Tout est dans l'émotion. C'est là que ça se passe, on va revenir dessus. Et pourquoi je vous dis, plus on va vers l'émotion, plus on crée de la customer value. La customer value, c'est la capacité d'un client à acheter et à réacheter chez vous. C'est la capacité à acheter plus qu'avant. C'est la capacité à vous recommander aussi à droite, à gauche, etc. Bref, c'est ça la customer value. Et plus on va vers un stade de connexion avancé, jusqu'au stade le plus avancé de la connexion émotionnelle, plus la customer value augmente. Donc, c'est un vrai enjeu business. Toujours dans cette notion d'émotion, regardez à quel point les choses sont intéressantes. Il faut bien on essaye d'être des êtres le plus rationnels de la Terre, mais on est tous sauf des êtres rationnels. C'est les émotions qui nous guident. C'est les émotions qui entrent les perceptions, c'est les émotions qui sont à l'origine des idées. Je n'imaginez pas, on travaille avec des linguistes depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a bien sûr compris que les idées naissent dans les émotions. C'est les émotions qui font tout. C'est tout part des émotions. Les émotions sont à l'origine des idées. Et puis, selon Gerald Zachman, qui est un professeur à Harvard, il expliquait il y a déjà quasiment 20 ans que 95% des décisions d'achat sont basées sur l'émotion. Donc, pour l'acheteur, le consommateur rationnel, ça n'existe quasiment pas. 95% des décisions d'achat sont basées sur l'émotion. Donc, générons des émotions chez nos clients. Beaucoup d'entre vous commencent à connaître cette phrase qui est sortie, que j'ai vue dans dans plusieurs blogs, etc. Mais elle est intéressante. Maya Angelou, c'est un gourou américain qui a cette phrase qui est formidable. Elle dit j'ai appris que les gens oublient ce que vous leur avez dit, qu'ils oublient ce que vous avez fait, mais qu'ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Tout est dit. Je veux dire, vous pouvez créer l'expérience la plus sans couture, la plus fluide, etc. C'est très bien. Mais tant que vous n'avez pas fait ressentir quelque chose à votre client, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, l'enjeu, c'est les émotions. C'est aller capter les émotions, c'est faire ressentir des émotions à vos clients, des émotions positives, parce que les émotions négatives, c'est voilà, clair, bien sûr. Regardez ce verbatim, c'est le verbatim rêvé de toute entreprise. On est chez Nespresso aux États-Unis, pour lequel on avait travaillé, et il y a ce verbatim qui était tombé, on s'en souvient avec Anne il y a quelques années. Quelqu'un qui disait depuis mon premier appel téléphonique au support client, je n'ai jamais vécu une expérience aussi positive avec une entreprise. Bravo, vous avez gagné un client pour la vie. Alors, peut-être dans la surdéclaration, vous n'avez peut-être pas gagné pour la vie, mais voilà un verbatim dont rêvent toutes les entreprises. En un seul coup de fil, j'ai un client qui met un enthousiasme incroyable. Bravo, vous avez gagné un client pour la vie. J'ai jamais vécu une expérience pareille. C'est ça qu'on doit tous aller chercher. On le voit aussi dans les études qu'on fait, notamment dans les études miroirs et dans tout ce qu'on peut faire, dans tous les travaux avec nos trackers, etc., avec les grandes barres bleues, de nos parcours sont les moments les plus intenses, pas forcément les plus fréquents, mais les plus intenses hein, en termes de discours des clients. Ben, 95% des grandes barres bleues de nos parcours sont des moments relationnels. Ça montre bien à quel point le relationnel, c'est ça qui compte, c'est ça qui reste, c'est ça qui entre les perceptions, c'est ça qui, à la fin d'une expérience, finalement, reste à l'intérieur des clients et c'est ça qui les gouverne après. Donc, faisons ressentir des émotions à nos clients, c'est ce qui est important. Et c'est d'autant plus important de soigner ces moments, je dirais maintenant, ces rares moments d'interaction humaine entre une marque et un client, qu'avec la digitalisation galopante des expériences, les moments d'interaction humaine se raréfient. Ils sont de plus en plus,
ils sont de plus en plus finalement exceptionnels. Exceptionnels au sens où ils sont une forme de rareté. Et donc, de ces moments rares, essayons d'en faire des moments de plus en plus exceptionnels pour les valeurs. On parle donc, de créer des émotions. Je vais vous donner deux exemples tout bête d'interactions dans lesquelles les émotions ont été très bien maîtrisées. Premier exemple, c'est une livraison, une énième livraison, d'accord? Et la femme qui nous raconte cette expérience. Sur la life centricity, et voilà, et on aime bien cette formulation-là parce qu'elle est extrêmement claire. Au lieu de considérer les clients comme de simples acheteurs, les entreprises doivent les reconnaître comme des personnes multidimensionnelles en constante évolution et qui jouent de nombreux rôles. Et c'est notamment là, en comprenant ces différents rôles-là, qu'on va travailler sur la notion de sens, qui est le sujet qu'on voit nous émerger de façon extrêmement concrète dans les verbatims et notamment dans les signaux faibles issus des verbatims des clients. Et sur ces nombreux rôles, selon nous, la dimension la plus importante, c'est la dimension citoyenne des clients qui va devenir absolument prédominante et on voit un changement très rapide de cette dimension-là, même si on en est au balbutiement. Il est absolument essentiel de prendre en compte dès aujourd'hui une expérience client responsable et de commencer dès aujourd'hui à travailler sur la dimension responsable des expériences. Alors, comme on l'a dit, comme Laurent l'a dit, le travail sur la fluidité, sur les expériences sans couture est essentiel. Le travail sur les émotions, beaucoup moins avancé, est absolument indispensable. Et au-delà de ça, il y a une couche supplémentaire à ajouter. Il faut absolument que les expériences rencontrent les critères de sens des clients et que ces expériences soient guidées par les critères d'une expérience client responsable. Aujourd'hui, on a très peu de matière dans la matière classique des verbatims issus des enquêtes de satisfaction. Et on voit qu'un Français sur quatre, c'est une étude qu'on a menée il y a un tout petit peu plus d'un an, un Français sur quatre seulement est capable de citer une action une action responsable d'une entreprise ou d'une marque. Notamment, on est face à ce type de verbatim. Rien ne m'a marqué dernièrement. Il n'y a pas beaucoup d'actions engagées, mises en avant, je crois, ou du moins je ne les remarque pas. Et c'est là qu'on voit qu'avec la matière classique des enquêtes de satisfaction, peu de choses émergent de façon très claire. Donc il faut absolument, sur ces sujets-là, interroger spécifiquement sur des questions dédiées sur les thématiques RSE. Il faut absolument avoir cette interrogation-là aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de matière dans les verbatims classiques. Ce qu'on a travaillé, nous, grâce à la fois au verbatim des enquêtes de satisfaction et à une interrogation spécifique sur les sujets de RSE, c'est une façon de repérer dès aujourd'hui les sujets qui sont vraiment juste sur le point d'émerger et qui pourront être demain des véritables marqueurs d'une expérience responsable, des véritables marqueurs RSE. Une fois de plus, ce sont aussi nos mesures d'intensité qui nous permettent de comprendre les vraies potentialités de certains sujets, de certains moments du parcours, soit en voyant déjà l'émergence d'initiatives qui sont extrêmement bien perçues et qui ont un vrai impact sur la perception globale, soit au contraire par la négative en comprenant quels sont les manquements, quels sont les sujets sur lesquels les entreprises ne proposent rien ou rien de suffisamment visible ou rien de suffisamment clair et compréhensible par les clients alors qu'il y a véritablement des attentes. Donc c'est comme ça à la fois en identifiant les frustrations ou le manque de clarté aujourd'hui et les initiatives qui commencent à avoir un véritable impact, c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier dans un parcours client où sont les marqueurs de demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à semer les graines de ces marqueurs parce que ça prend du temps, mais aussi parce que les entreprises qui le font tôt seront beaucoup plus légitimes sur ces sujets-là. Je parlais plutôt du sujet des tailles XXL. On voit que les marques qui ont tôt pris position là-dessus, qui ont commencé très tôt à montrer à proposer des grandes tailles, à montrer aussi dans leur représentation, dans leur communication, sur leur site internet, différentes représentations de corps de femmes, ont beaucoup plus de légitimité aujourd'hui parce qu'elles ont pris en main ce sujet dès le début et elles ont pu émerger et la légitimité est absolument cruciale sur les thématiques RSE qui sont empreintes de énormément de défiance et de suspicion de greenwashing. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, il faut commencer à identifier les marqueurs de demain.
Donc, les expériences de demain, clairement, vont se distinguer par l'expérience RSE et cette notion de sens va devenir le vrai sujet de différenciation. Donc, travailler les points d'impact RSE au cœur de vos parcours clients et aussi, bon, ça rejoint le défi 3, mettez vos collaborateurs face aux clients en position de force sur ces sujets-là. C'est important que les collaborateurs soient capables de répondre aux questions des clients, aux remarques des clients, aux interpellations des clients qui ont parfois des choses à reprocher aux marques. Il faut absolument qu'ils soient armés, qu'ils aient les éléments de langage, qu'ils aient les discours pour pouvoir répondre et aussi pour pouvoir promouvoir les initiatives RSE qui ne sont pas visibles encore des clients. On sait qu'ils sont les meilleurs ambassadeurs de ces initiatives-là, qui sont en plus extrêmement fiers de les porter. Aujourd'hui, il y a souvent un blocage. On se rend compte que ça ne redescend pas sur le terrain. Ils ne se sentent pas forcément autorisés, qu'ils ne pensent pas à les mettre en avant. Et ça leur redonne aussi une forme de légitimité, d'expertise face aux clients. Et ça enrichit considérablement les interactions. Et ils sont, eux, ça donne du sens à leur travail. Ils sont extrêmement fiers de porter ces initiatives-là et de faire de la pédagogie auprès des clients sur ces sujets-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place que les clients ne voient pas et c'est vraiment aux collaborateurs de jouer le rôle d'ambassadeur et c'est vraiment un rôle qu'ils ont à cœur de tenir. Juste pour vous montrer ça, c'est intéressant, c'est l'exemple de Lego. Ce qui est intéressant, c'est que Lego définit sa mission. Alors, vous voyez, il y a ce à quoi ils croient, la mission, la vision, etc., etc., leurs valeurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est dans les promesses. Regardez les promesses qu'ils font. Lego prend en compte absolument toutes les parties prenantes. Il y a la Play Promise, qui est la promesse qu'ils font à leurs consommateurs. Ils ont ce qu'ils appellent la People Promise, qui est destinée à leurs collaborateurs. Ils ont la Partner Promise, qui est destinée à leur, euh, à leurs parties prenantes. Et ils ont la Planet Promise, qui est destinée bien sûr sur le monde et l'environnement, etc. C'est intéressant de voir à quel point une entreprise définit sa mission et intègre absolument toutes les parties prenantes, tout son environnement, avec à chaque fois des promesses bien particulières et bien spécifiques et bien travaillées. Ça participe de ça. En conclusion sur ce cinquième défi, notre message clé, c'est interroger dès à présent vos clients sur l'impact de vos actions RSE, celles qui sont déjà en place, et sur leur adéquation avec leurs attentes. Comprenez où les attentes ne sont pas remplies, où sont éventuellement les trous dans la raquette, et quelles sont les potentielles contradictions, les sujets qui manquent de clarté. C'est absolument essentiel et critique de comprendre ça dès aujourd'hui. Identifiez vos futurs marqueurs RSE pour commencer dès aujourd'hui à semer les graines de ces marqueurs-là et commencer à construire votre légitimité sur les sujets avant qu'ils deviennent des sujets éventuellement réglementaires et adressés par tous. Donc, semez les graines et soyez pionniers et commencez à faire ça dès aujourd'hui. Travaillez ces moments et ces sujets de l'expérience client pour en faire des leviers de préférence et de connexion émotionnelle. Ce sont des sujets qui sont porteurs de sens et donc qui ont un vrai capital de connexion émotionnelle. Et enfin, surtout, embarquez vos collaborateurs pour en faire les ambassadeurs de vos actions RSE. Ce sont les mieux placés. C'est avec les collaborateurs que le niveau de défiance est le plus faible par rapport au discours très corporate et aux communications. C'est vraiment sur le terrain. C'est les collaborateurs du front qui sont les mieux placés pour convaincre, pour faire de la pédagogie et pour diffuser les initiatives qui ne sont pas forcément visibles ou comprises par les clients. Et enfin, on a l'habitude avec Anne de dire que, et on est absolument convaincu de ça, qu'on parle d'expérience responsable, mais à l'horizon de 4 ou 5 ans, ça sera un pléonasme. L'expérience ne sera pas responsable. L'expérience sera l'expérience et elle sera responsable ou elle ne sera pas responsable, c'est-à-dire qu'elle sera, il n'y aura pas le choix. Elle doit être responsable et elle sera responsable. Donc, il faut préparer ça parce que je vous dis, dans 5 ans, à horizon 5 ans, l'expérience responsable, ça sera un pléonasme. Donc, il faut se préparer à ça et ça vous montre bien. Et c'est d'autant plus troublant qu'aujourd'hui, les clients, on n'a pas l'impression qu'on parle tant que ça spontanément. Mais c'est parce qu'on ne les interroge jamais vraiment spécifiquement sur ces sujets-là. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de signaux d'alerte de la part des clients parce qu'on ne leur parle pas de ça spontanément. Et pourtant, à horizon 4-5 ans, votre expérience, elle devra être responsable ou elle ne sera pas. Voilà, c'est ça, véritablement ça le grand enjeu. C'est la fin de, c'est la